Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Sans surprise, donc, la motion de censure déposée par le parti Les Républicains et l'UDI a été rejetée. Le Front de gauche, il faut le savoir, a apporté ses voix à l'opposition, mais ça n'a pas suffi. La loi travail, donc, passe en première lecture à l'Assemblée nationale avec le 49-3, un passage en force, sans débat parlementaire, sans vote. Il faut savoir que c'est la seconde fois que Manuel Valls emploie le 49-3. Il l'avait déjà fait avec la loi Macron. On va en parler avec nos invités, avec vous, Alexis Corbière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, membre du parti de gauche. Et je dis à nos téléspectateurs que le parti de gauche n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais vous soutenez en tout cas le Front de gauche, qui, lui, a soutenu la motion déposée donc par la droite. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Député Les Républicains des Yvelines, de la 10e circonscription. Alors, avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter Manuel Valls. C'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Manuel Valls qui défendait une fois encore la loi travail. Alors, est-ce qu'on va l'entendre, Manuel Valls ? Alexis Corbière, est-ce que ça vous a fait mal quand même de voir le Front de gauche que vous soutenez à l'Assemblée nationale s'allier avec la droite ? C'est pas lié avec la droite. N'utilisez pas le vocabulaire qui est la propagande du gouvernement, pardon de vous le dire un peu de manière insolente, mais tout de même, parce que qu'est-ce qui se passe ? On a aujourd'hui des institutions dont on démontre le caractère quand même assez antidémocratique. On a une loi que le peuple ne veut pas, toutes les études d'opinion le démontrent. Personne n'a été élu parmi cette majorité pour cela. M. Valls n'a pas été élu pour ça, M. Hollande, etc. La majorité des organisations syndicales s'y opposent. Enfin, je ne développe pas plus, mais tout le monde l'a vu. Mais malgré tout, désormais, il n'y a même plus de majorité à l'Assemblée nationale, et malgré ça, des institutions permettent en quelque sorte de piétiner ce qui est la représentation populaire et la représentation nationale. Ne perdons pas ça de vue, ne banalisons pas ça. Ce qui représente le peuple, ce sont ses députés. Eh bien, ils n'auront même pas droit au chapitre. Donc à partir de là, il faut utiliser tous les moyens qui sont à la disposition pour empêcher que cette loi s'applique. Je pourrais tout à l'heure, si vous voulez, développer pour quelles raisons elle est dangereuse. Vous devez être très déçu en tout cas ce soir, puisque en l'occurrence la motion de censure n'est pas passée. Mais je tiens à dire que moi j'aurais été parlementaire, j'aurais voté, j'aurais essayé sans doute, comme l'ont fait hier des députés de gauche, d'avoir notre propre motion de censure. Mais quand même cette motion de censure dite de gauche aurait existé hier, il fallait qu'elle se mêle aux voix de la droite de toute façon pour être majoritaire. Donc arrêtons ces faux procès. Il faut voter par le moyen institutionnel qui est donné pour comment bloquer. Enfin, il y a quand même une ironie de la part de certains quand j'écoute M. Valls qui en quelque sorte condamne les députés de gauche qui auraient mêlé leur voix à la motion de censure de la droite. Le même Manuel Valls, il y a 2 mois de cela, lorsqu'il voulait imposer la déchéance de la nationalité, demandait à la droite de voter sa proposition. Donc lui, quand il s'agit de mener une politique pour laquelle, là encore, la déchéance de la nationalité qui est contenue dans le programme du Front National, par exemple, qui n'a jamais été dans l'histoire de la gauche, il est prêt à s'allier avec la droite, et par contre, il fait procès à ceux qui se mêlent aujourd'hui, qui mêlent leur voix, ils ont bien raison, à cette motion de censure. J'aurais souhaité qu'elle soit majoritaire, et là aussi, je profite de l'occasion pour dire à mes amis hier, députés de gauche, qui étaient prêts à déposer une motion de censure de... Ils n'ont pas été très courageux quand même, ils sont pas jusqu'au bout, parce que, pardonnez-moi, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Écoutez... Ils font la fronde, mais ça s'arrête très vite. Je ne veux pas utiliser un vocabulaire blessant, mais si certains m'écoutent, je dis je ne comprends pas, les amis. Si vous étiez prêts hier à faire chuter le gouvernement en déposant cette motion de censure, pourquoi ne l'avez-vous pas fait aujourd'hui ? C'était possible, c'était à portée de main. Pourquoi ? Parce que sinon le gouvernement tombe, il y a de nouvelles élections, ils perdent leur siège de député, ils perdent leur boulot. Attendez, vous êtes une journaliste précise, ne dites pas il n'y a pas de nouvelle élection si le gouvernement tombe. Ça n'est pas vrai, il n'y a pas de dissolution, ça c'est le pouvoir du président de la République. Il peut très bien y avoir un gouvernement qui tombe et au président de la République de refaire un gouvernement. Non mais attendez, ne faites pas croire, parce que certains l'ont dit, ça n'entraîne pas mécaniquement. Sauf que j'aimerais que mes amis aujourd'hui députés n'aient pas peur pour leur circonscription, mais comprennent véritablement que les intérêts majoritaires du pays, c'est faire rejeter cette loi. Allez, Alexis Corbière, on va quand même donner la parole à Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, vous avez de nouveaux amis ce soir ? Oui, de nouveaux amis, pas tout à fait, parce que il y a un certain nombre de positions que, en tout cas, à titre personnel, j'ai partagées avec mes collègues du Front de gauche. J'ai été un des fers de lance de l'opposition contre la loi Macron. Je suis régulièrement critique sur les positions européennes qui sont défendues par la majorité des formations politiques en France. Donc ce ne sont pas vraiment de nouveaux amis. Mais effectivement, je ne comprends pas moi non plus pourquoi les frondeurs ne sont pas allés au bout de leur logique. Il y a effectivement un gouvernement qui est en situation de faillite. J'ai dit chez vos collègues de la presse écrite il y a quelques jours qu'il est en dépôt de bilan purement et simplement. Il devrait en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire remettre sa démission au président de la République, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus gouverner. Le désordre s'installe dans la rue.
Pour moi qui suis en charge de présider la commission d'enquête sur le financement du terrorisme, je rappelle que nous sommes dans un contexte international extrêmement tendu et donc tout ça s'effiloche à grande vitesse, en plus d'un texte qui ne m'a jamais convenu et contre lequel je me suis prononcé dès la première version. Donc c'est sans surprise que le Front de gauche a fait ce qu'il a dit ce soir, a voté notre motion. Ça plaide en tout cas pour que lorsque le 49.3 reviendra, car il reviendra en dernière lecture à l'Assemblée dans quelques semaines, eh bien effectivement nous soyons en situation de faire chuter ce gouvernement qui ne gouverne plus rien. Faire chuter ce gouvernement, mais c'est peut-être aller vers de nouvelles élections. Très honnêtement, Jean-Frédéric Poisson, ça vous arrange quand même aujourd'hui qu'il n'y ait pas de nouvelles élections. Madame, vous êtes plus préoccupé quand même par la primaire, par l'organisation de la primaire et par l'élection présidentielle dans un an. Non, madame, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je fais mon travail de parlementaire avec une grande assiduité et beaucoup de conviction. Je suis d'abord préoccupé par l'état de la France. Et quand je la regarde, quand je vois le mécontentement qui s'exprime de partout, le sentiment de trahison qui est exprimé par ceux qui manifestent, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les modalités de ces manifestations, je suis désolé, je n'accepte pas cette idée de voir notre pays se déliter à la rapidité avec laquelle il se délite. Il n'y a pas d'élection en vue si le gouvernement tombe. C'est le président de la République qui doit en décider. Pour l'instant, je constate, je le répète, que ce gouvernement n'est plus en situation de gouverner. Il doit en tirer absolument toutes les conséquences. Oui, c'est un gouvernement qui n'est plus en situation de gouverner. Il n'est plus majoritaire à l'Assemblée nationale. Écoutez, quand Manuel Valls a présenté la loi El Khomri, il a dit que c'était la loi phare de son quinquennat, ce qui était très important. Elle concerne millions de salariés. Il n'est ni majoritaire dans le pays, ni majoritaire à l'Assemblée nationale. Tout de même, revenons à l'essentiel. On est dans une démocratie. Je suis un républicain. Il faut que la souveraineté populaire soit respectée. Elle ne l'est pas. Vous dites qu'il n'est plus majoritaire quand même dans le pays. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des élections il y a 4 ans. Où il a été battu. Ah, il y a 4 ans. Je vous parle des élections il y a 4 ans. François Hollande a été élu. En l'occurrence, c'est un suffrage universel, c'est un suffrage Mais chère Vanessa, vous avez observé la situation. À moins que vous allez me corriger, il n'a jamais été question de présenter cette loi. Jamais, il ne l'a jamais dit. Il s'est même fait élire en opposition à Nicolas Sarkozy en lui reprochant justement de s'en prendre au code du travail. Tout est là. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que désormais, il y ait un dégoût de la vie politique. Les gens s'abstiennent parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien d'aller voter. Je leur dis à tous, ça peut servir d'aller voter, évidemment. Ça n'est que comme ça que l'on fera cette révolution citoyenne que je souhaite. Je suis profondément attaché à ce que les élections aient du sens. Mais on voit bien que là, la Ve République permet à ce qu'un gouvernement minoritaire, parce que c'est ça la situation, continue d'imposer une loi qui est fondamentale. Ça nous concerne tous, ça vous concerne, vous êtes salariés. Souhaitez-vous aujourd'hui qu'on puisse vous licencier plus facilement, que vous soyez moins rémunéré, que la médecine du travail ait moins de droits? On peut voir les choses différemment. Si je suis licencié demain, peut-être que s'il y a plus de flexibilité du marché du travail, peut-être que je retrouverai dans 2 mois un autre boulot ailleurs. Oui, peut-être, évidemment. C'est comme ça que ça se passe au Royaume-Uni. Non, justement, au Royaume-Uni, n'oubliez pas, il y a une généralisation de ce qu'on appelle les working poor, les travailleurs pauvres. Beaucoup de gens sont en situation de grande précarité. Vous voulez ça pour votre pays? Moi non, je ne le souhaite pas. Et je considère précisément que la logique... On est le seul pays, Alexis Corbière, à pas réformer le marché du travail. Le seul. Mais même vos amis de gauche en Italie, ils réforment. Même en Espagne, ils réforment. Vous voulez qu'on parle de l'Italie précisément? C'est par des politiques publiques, justement, de réinvestissement public, l'inverse de ce qui est fait en France aujourd'hui, qui a notamment des emplois qui sont créés. C'est tout l'inverse de la loi El Khomri. Non mais, comment dirais-je? Déjà, regardons la situation. Il y a déjà des choses qui ont été faites que je refusais depuis le début de ce quinquennat, qui allaient dans le même sens que la loi El Khomri. Faciliter les licenciements avec notamment la loi dite Annie. Le fait qu'on a baissé les cotisations, notamment patronales, les 40 milliards accordés en disant que ça va créer de l'emploi. Le chômage ne cesse de se creuser. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut au bout d'un moment? Arrêter de cette espèce de pensée magique qui consiste à dire d'aller vers toujours plus de flexibilité, ça va créer de l'emploi. Moi, je n'y crois pas. Mais de toute façon, au-delà du fait En Italie, ça a fonctionné en l'occurrence. Il y a eu 400 000 chômeurs en moins l'année dernière. Mais précisément en raison du fait qu'il y a des politiques d'investissement public qui ont été menées, l'inverse de ce qui est fait en France. En Italie, si aujourd'hui il y a le chômage qui recule, c'est précisément parce qu'ils font des réinvestissements publics. Donc c'est vraiment, ne vous laissez pas avoir par cet argument-là. Mais au-delà de tout ça, c'est le peuple qui doit trancher. Je souhaite que dans l'échéance politique qui viennent, les élections, chacun vienne avec son programme et qu'on puisse discuter. Ce qu'il y a d'insupportable de la part de M. Valls et M. Hollande, c'est qu'ils n'ont pas été élus pour faire cela. Et ça, c'est inacceptable au bout d'un moment. Et c'est ça qui crée cette tension et cette violence sociale, cette violence politique. Et moi, je ne souhaite pas pour mon pays que les choses se terminent dans le chaos. Donc désormais, ce gouvernement est illégitime et on voit bien qu'à travers le 49 ter, il y a vraiment une illustration du caractère autoritaire des choses. Et c'est insupportable. Jean-Frédéric Poisson, quand même, voyez, vous entendez Alexis Corbière, il dénonce cette loi, il parle d'une loi libérale. François Hollande n'a pas été élu sur cette loi. C'est une loi, dans le fond, que vous auriez pu faire, en tout cas la première mouture, qui aurait très bien pu présenter par la droite. Oui, une partie de la droite en tout cas. Moi, je suis toujours gêné lorsque
on fragilise la position des salariés au sein de l'entreprise. Je suis à titre personnel très engagé sur les questions de santé et de conditions de travail. Donc voilà, j'ai dit d'ailleurs, je vous le répète, dès la première mouture, que j'y étais opposé aussi pour ces raisons. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire M. Corbière, que je n'ai pas salué encore et je le salue. Très franchement, moi je ne crois pas que la démocratie représentative consiste dans une espèce de mandat qui serait signé une fois pour toutes le jour de l'élection et qu'on devrait respecter à la fin. Personne n'a imaginé en 2012 qu'il faudrait voter les lois sur le renseignement, voter la loi sur l'état d'urgence, et pourtant ça n'était pas non plus dans le programme du chef de l'État. Donc il y a un moment où il faut respecter la démocratie représentative, parce que les élus de la nation, qu'ils soient d'ailleurs parlementaires ou élus locaux, reçoivent le droit de représenter leurs citoyens. Après, je suis d'accord avec ce point que, effectivement, c'est une cohérence d'ensemble des politiques gouvernementales qui est remise en cause, et effectivement, on ne peut pas sans cesse à la fois raboter toutes les mécaniques d'investissement, qui soient d'ailleurs publiques ou privées, par des charges fiscales trop lourdes et un certain nombre d'autres mécanismes, et en même temps vouloir effectivement flexibiliser. D'ailleurs, la loi le fait-elle. Il m'arrive d'en douter beaucoup, les dispositions sur le marché du travail. Ce qui est certain, c'est que dans l'état actuel du droit du travail, ce code ne permet pas la souplesse qu'il faudrait. Je plaide depuis longtemps pour que le droit soit réécrit. On peut le faire de manière respectueuse à la fois des devoirs des employeurs et de leurs droits, et des devoirs des salariés et de leurs droits. Ce texte, visiblement, n'y a pas réussi, et c'est sans doute la première raison de son échec. Et puis, il y a un point de méthode qui est extrêmement important. Dans un contexte économique où la première chose qui compte, c'est la confiance que les acteurs économiques peuvent avoir dans le fait de prendre des risques et investir dans l'avenir. Ce risque, d'ailleurs, dans une certaine mesure, le salarié le prend aussi en choisissant telle entreprise plutôt que telle autre. Eh bien, il s'agit de trouver la méthode qui permette de donner confiance aux acteurs, pas seulement sur le contenu, mais sur la façon de faire. Et si ce gouvernement est extrêmement contestable, c'est en particulier sur les choix de méthode qui ont été faits dans la rédaction de cette loi que personne ne comprend plus, et l'agrégation progressive de toutes les oppositions à ce texte depuis l'origine, qui ne cesse de s'amplifier, est le signe aussi d'un échec méthodologique du gouvernement. Il plaide et il prône le dialogue social depuis le début. En réalité, de dialogue social, il n'en a que l'image, peut-être même que l'apparence. Et je crois que c'est aussi ce qui inquiète beaucoup les Français à bon droit aujourd'hui. Maintenant, nous avons effectivement fait un certain nombre de propositions, déposé beaucoup d'amendements, mes collègues et moi-même, dans les lois présentées par M. Rebsamen, les lois présentées par M. Sapin au début de ce mandat, maintenant aussi sur la loi défendue par Mme El Khomri. Voilà, nous avons quelques perspectives, effectivement, qui sont assez différentes de ce qu'a présenté le gouvernement aujourd'hui. Alexis Corbière, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la rue? Vous allez appeler à la mobilisation. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y a des différentes. Il y a le 17 et 19 mai déjà des journées de manifestation qui sont appelées. C'est important. Je rappelle notamment que le CPE qui avait été adopté à l'Assemblée nationale a finalement été retiré. Donc, quand bien même le coup de force du 49.3 permet... vous espérez encore que le texte soit retiré? Bien entendu. Je pense véritablement que ce gouvernement doit comprendre qu'il n'y a pas de majorité dans le pays, donc il doit entendre ça. Et je voudrais répondre à Jean-Frédéric Poisson, que je salue également. C'est bon, vous êtes vraiment fait des nouveaux amis. Non, mais pas du tout. J'en entends se respecter. Non, mais le mot ami, y compris, c'est pas parce qu'on vote, quand les seuls moyens institutionnels que l'on a est de stopper une loi, qui est de voter une motion de censure. Vous êtes d'accord qu'à l'échiquier politique, vous êtes quand même... J'entends bien, mais le seul objectif, c'est de stopper la loi. Ou alors on est inconséquent, il ne faut pas se payer de mots. Mais je reviens sur ce qu'il disait. Bien sûr, la démocratie représentative. Mais là, tout de même, on parle de l'inversion de la hiérarchie des normes. Je le dis en deux mots parce que c'est une révolution copernicienne du droit du travail. Ça change tout. C'est-à-dire que jusqu'à la France a cette particularité, vous me prenez des exemples internationaux, mais c'est notre différence, que c'est la République, la loi est égale sur tout le territoire. Ça n'est pas un règlement du travail en fonction des entreprises. La loi El Khomri permet désormais que des accords d'entreprise soient en dessous de ce que la loi, le code du travail permet. On peut être pour, on peut être contre. Moi, je suis radicalement contre. Mais au moins, c'est quelque chose de fondamental qui concerne plus de 30 millions de salariés de ce pays. C'est pas une petite affaire. Eh bien, je dis que cela n'était pas dans le programme de campagne de M. Hollande, ni dans les propositions de M. Valls, ni quoi que ce soit. Eh bien, je dis quelque chose d'aussi fondamental. Vous n'avez pas le droit de le faire sans même une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne s'adapte pas une fois qu'on arrive au pouvoir? Eh bien, qu'il fasse un référendum. Il y a les promesses avant et vous je ne vous convaincrai pas, cher Vanessa, mais au moins que M. Valls, cet homme courageux qui bombe le torse, eh bien, qu'il fasse un référendum. Voilà. Qu'il le dise au peuple, qu'il cherche à convaincre. Cet homme n'est que brutalité aujourd'hui. On a une logique d'une avant-garde d'exalté qui veut, en quelque sorte,
totalement minoritaires, bouleverser le droit du travail alors que personne ne leur a donné mandat. J'ai l'impression que même la notion même de démocratie aujourd'hui, en quelque sorte, deviendrait ringarde dans la bouche de M. Valls. Mais tout de même, quelle est sa légitimité? C'est ça qui, pardon, me met en colère. Et c'est ça qui crée ce sentiment de décomposition de la vie politique. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'à chaque élection, désormais, les gens disent « je ne vais plus voter parce que tout ça ne sert à rien de toute manière, quel que soit celui que je vais choisir, il fera autre chose ». Je ne veux pas de ça. C'est pour ça que je souhaite mettre à bas aussi la Ve République. Vous le savez, vous m'avez déjà invité. Non, mais c'est important parce qu'on voit bien que la question sociale, bien sûr, j'en profite, mais la question sociale est aussi liée à la question des institutions. Ce n'est pas un à côté. Il faut des institutions plus démocratiques qui permettent à ce que le peuple garde un droit de contrôle. Le 49-3 est quelque chose de brutal, d'antidémocratique qui doit être abandonné. Et il faut plus de pouvoir, notamment à la représentation parlementaire, et aussi des droits de révoquer les élus s'ils ne respectent pas le mandat pour lequel ils ont été nommés. Jean-Philippe Poisson, c'est vrai, vous êtes d'accord avec Alexis Corbière? Il aurait peut-être fallu passer par un référendum et consulter le peuple? Ça, vous savez, consulter le peuple sur un texte d'une telle nature et sur des sujets qui sont d'une telle complexité, c'est toujours dangereux. Mais qui concerne quand même, qui concerne quand même le peuple, qui concerne quand même les salariés. Madame, je ne connais pas une seule loi qui ne concerne pas le peuple. Sinon, c'est pas une loi. Donc, si on commence à vouloir faire des référendums sur tous les sujets, ça va devenir extrêmement compliqué. Non, mais là, c'est pas tous les sujets, Monsieur Poisson. C'est le fondement, c'est ce qui fait. Tous les gens qui travaillent sont tous concernés. C'est pas la même chose que la réglementation du calibrage des poulets ou je ne sais trop quoi. Allez, Jean-Frédéric Poisson. Excusez-moi. Je voudrais finir, si vous le permettez. Oui. Non, je ne crois pas que ce soit utile. Je pense qu'il y a un moment, il y a un contexte politique qui doit conduire. Pas besoin de référendum pour comprendre qu'il n'y a pas de majorité pour adopter un texte comme celui-là. Donc il faut en tirer les conséquences. La dignité du politique, c'est de reconnaître que sa responsabilité, les orientations qu'on prend, ne collent pas avec la réalité du pays et avec ce que le pays en comprend. Alors, moi, je ne suis pas favorable au fait que la rue gouverne. Je crois qu'il y a des institutions pour ça. Je ne pense pas que le recours au 49.3 soit antidémocratique. C'est dans notre Constitution. Donc, c'est forcément l'expression de la démocratie. Maintenant, on peut en faire un usage approprié ou non approprié. L'usage qu'en a fait le gouvernement cet après-midi ou depuis mardi est inapproprié. C'est ça, la question. Et par ailleurs, effectivement, si c'était sur quelque chose qui serait une disposition d'ordre technique, on pourrait discuter toujours, mais là, il s'agit des choses qui sont absolument fondamentales, qui ne permettent pas, en définitive, de faire en sorte que le marché du travail permette de retrouver de la croissance et de l'emploi pour tout le monde, ou en tout cas pour le plus grand nombre. C'est ça la première difficulté de ce texte. Il ne faut pas croire que l'amélioration de la situation politique telle qu'elle est présentée par le président de la République depuis quelques semaines soit une réalité. C'est un contexte d'ensemble, en définitive, qui définit le bon usage ou le mésusage du 49.3. Et ici, nous sommes dans une situation de mésusage. Cher Monsieur Poisson, je vais vous taquiner. Je me souviens de vous manifestant dans la rue contre le mariage pour tous et demandant un référendum. Bien sûr. Donc quand il s'agit des thèmes qui vous sont chers, là, la rue doit être entendue, il faut un référendum, mais quand il s'agit du droit du travail, il ne le faut plus. Là, je ne vous suis plus, vous êtes assez peu cohérent, excusez-moi. Même si pour l'essentiel, non. après... Allez, je vais vous expliquer pourquoi, si vous me permettez, en une phrase. En une phrase, je vous explique pourquoi. Je pense que la question du mariage pour tous, de l'institution familiale et du mariage, est d'une valeur de principe dans l'organisation sociale qui est supérieure à celle du travail. C'est sans doute un point de désaccord entre nous. Oui, c'est même un point de désaccord sacrément fondamental. Mais vous savez, le fait que les homosexuels aient le droit de se marier ne bouleverse pas en vérité la société, mais le fait que les 28 millions de salariés puissent être licenciés plus facilement c'est ce point-là sur lequel nous sommes en désaccord. Oui, mais moi, vous savez... C'est ce point sur lequel nous sommes en désaccord. Je pense qu'on... Qu'importe, mais... Une chose, vous voyez bien, le désaccord que nous avons démontre qu'au-delà de l'opposition commune que nous avons à la loi El Khomri, il faut qu'il y ait un débat. Du moins la motion de censure, bien sûr, qu'elle aille plus loin. Moi, je souhaite l'inverse, mais il faut que nous puissions trancher cette affaire-là. Avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'on va porter dans la campagne présidentielle. Il est clair que si vous voulez le retrait de la loi El Khomri, au-delà des luttes nécessaires, eh bien nous porterons cette exigence-là. Cette loi doit être définitivement annulée. Merci beaucoup. Merci Alexis Corbière d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson. Merci d'être resté avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres. Et puis le second débat de la soirée, on va parler de la lutte contre la corruption. À Londres, le Premier ministre britannique David Cameron a organisé une grande réunion avec une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. L'objectif, lutter contre la corruption au niveau international. On en parle dans un instant avec mes invités. À tout de suite.